à tous. Quelques mots sur le Hub Retail, et je vais rentrer les gens au fur et à mesure aussi. Donc quelques mots sur le Hub Retail, donc, parce qu'effectivement, il y a des adhérents parmi vous, la majorité, et il y a des futurs adhérents pour les autres. Donc, le Hub Retail, c'est un lieu de partage du commerce, partage entre retailers au sens large, hein, donc des marques, des distributeurs, des fabricants qui sont dans le Hub Retail. Maintenant, il y a une centaine d'adhérents, donc d'un côté des retailers, de l'autre côté des prestataires. On ne parle que commerce dans le Hub Retail. Le Hub Retail est né il y a un peu plus de 4 ans et demi. Et déjà, il y avait à l'époque Jean-Jacques, beaucoup plus jeune que maintenant. Bonjour. Donc voilà. Donc c'était il y a 4 ans et demi, en septembre 2016, où effectivement on a lancé cette association dans le but de cet échange dans ce monde du commerce qui change beaucoup, et je pense qu'en période Covid il change plus que jamais. En tout cas, il a besoin de changer, on a tous besoin de changer. Donc voilà, donc le partage d'expérience est une des grandes valeurs. La convivialité, ça je pense que vous pouvez l'apprécier aussi dans nos events qu'on espère refaire en présentiel, qu'on a prévu de faire en présentiel à partir de juin. On a des choses prévues, dont la journée des adhérents. Pour les adhérents, il y a une journée un petit peu exceptionnelle tous les ans dans un magnifique lieu qui est le domaine de Chépy, avec cette année la présence de Madame Benchmark qui parlera de la communication des 100 plus grandes enseignes. Donc voilà, donc c'est du partage d'expérience comme on le fait là, mais notre particularité normalement c'est de terrain. Donc on a arrêté le terrain. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était chez Yannick d'ailleurs, hein, chez Yannick, Yannick Morat, c'était chez Frastea, donc c'était le 14 février de l'année dernière, donc c'était la dernière présentielle qu'on a fait. Donc on va sur le terrain, c'est une des originalités. On va en magasin, on va en entrepôt, et on fait ça comme ça le plus souvent possible. On a démarré en Auvergne-Rhône-Alpes et maintenant on est ouvert dans le Nord-Pas-de-Calais. On a donc avec effectivement des gens comme Marche ici présent, de Rota qui se cache quelque part. Salut. Donc voilà, il improvise en tant que partenaire. On a aussi démarré dans les Pays de Loire avec Octave, spécialisé commerce, et Altavia Nantes. Ici, on a 8 partenaires, dont la boîte à outils, mais enfin, l'entrepôt du bricolage, et 7 autres qui sont présents. Et comme ça, dans chaque région, l'objectif 2021-2022 est de couvrir tout le territoire français, puisqu'on a prévu d'ouvrir dans le sud avec, on peut le dire maintenant, OPS, donc colis privé, Altavia Sud, et on espère Orchestra. On attend toujours le retour, si c'est possible. On va ouvrir en Suisse par opportunité, parce qu'on a des partenaires qui sont en Suisse. Donc voilà, et on va se monter en fédération internationale pour le coup, puisqu'on ouvre en France et en Suisse, et peut-être en Belgique aussi bientôt avec Maxi Toys et Cultura qui sont déjà adhérents. Donc voilà, et on aura toujours le même, c'est ni plus ni moins que de la franchise, hein, parce que pour avoir eu des entreprises, c'est la même chose qu'avoir une association. On est là, on franchise le modèle du Hub Retail dans les différentes régions de France. Donc voilà, donc je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore adhérents, ne vous inquiétez pas, hein, je vais vous harceler après le webinaire pour que vous rentriez rejoindre la petite équipe du Hub Retail, qui est de moins en moins petite, hein, puisqu'on est en une centaine. Donc voilà, et plus on est gros, plus les échanges vont être riches. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus, je vais donner la parole à Philippe, à Pierre-Édouard et à Yannick. À toi, Philippe. À tout à l'heure. Merci Olivier pour cette introduction, merci beaucoup. Du coup, allez, je reprends la main, je reprends le son, normalement vous m'entendez tous, et je partage l'écran. Je reviens sur la presse. Hop. Vous voyez mon écran du coup? Oui. Oui, ok, allez, eh ben, let's go, on est parti comme on dit. Du coup, juste sur un côté pratique, tu le disais tout à l'heure, Olivier, mais si jamais vous avez des questions, il y a un chat hein, qui est là pour ça, effectivement, sur Zoom. Ça permettra peut-être, je te laisserai, Olivier, peut-être intervenir à intervalles réguliers si tu sens qu'il y a des questions qui méritent d'être portées. Je ne suis pas sûr qu'on les voit, nous, en direct, comme on a la presse sous les yeux. Et puis, on reprendra aussi peut-être quelques questions à la fin si besoin. Donc ça, c'est pour le côté, on va dire, logistique, mais la logistique, c'est un peu le sujet du jour aussi, donc c'est important. Et en introduction, juste pour se présenter tous les trois, parce qu'on va être les trois, on va dire, speakers
de cette retailer. Donc, pour me présenter moi brièvement, je suis Philippe Adjadj, donc la première photo. Je suis le fondateur de Fretly. En fait, je suis un ancien directeur des achats, j'ai 45 ans, plus de 15 ans de direction achat dans le transport et la logistique. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer Fretly, qui est donc une solution digitale pour optimiser la performance transport. On va en parler un petit peu plus, ou plutôt du retour d'expérience d'EcoSport sur justement cette partie pilotage. Et on aura également donc Pierre-Édouard qui fait partie de l'équipe et qui est en charge du développement commercial sur la partie retail e-commerce, qui partagera avec nous aussi quelques informations marché en guise d'introduction pour rentrer dans le détail du sujet, parce qu'il y a beaucoup de sujets, comme tu le disais, Olivier, de couverts par le retail. Là, on est très focus transport logistique, donc on volontiers avec vous de partager quelques métriques du marché pour bien comprendre de quoi on parle. Et puis, naturellement, Yannick, qui est là. Je ne sais pas si vous voulez, et l'un et l'autre, dire un petit bonjour ou dire un petit mot pour compléter. Je vous laisse le soin de prendre la parole, le cas échéant. Vas-y, Pierre-Édouard. Merci Yannick. Bonjour à tous déjà, je suis ravi d'être parmi vous. J'ai intégré Fretly il y a peu, fin mars. Moi, j'ai 32 ans, pardon, excusez-moi, je me rajeunis. Je suis issu de grands groupes du transport à l'origine. Voilà, j'ai fait de l'account management, plutôt pour du transport maritime, je dirais. Donc plutôt orienté maritime. J'ai travaillé chez CMA CGM et chez DHL. Et voilà, je trouvais que l'univers était un peu poussiéreux. Donc je suis ravi d'intégrer une boîte de la technologie qui allie transport et technologie et data. Voilà pour ma part. Bonjour, pour ma part, donc Yannick Morat, 48 ans. Je suis plus âgé des trois, là, si j'ai bien compris. Vous expérimentez, on dit, Yannick. Ah, voilà. Je suis pas loin derrière. Il y a plus vieux que toi ici, tu sais. Je dirige le groupe Frasteia, qui a deux branches principales. La première, c'est des magasins dont les enseignes font partie du groupement Sport 2000. Sport 2000, des griffes sport, espace montagne, donc 8 magasins. Là, on est dans le retail généraliste pur. Et on a fondé EcoSport, donc qui est des sites de vente en ligne d'articles outdoor en 2007. Et aujourd'hui, EcoSport, voilà les chiffres clés. Donc, nous sommes basés à Chambéry, au pied des montagnes. On a une politique qu'on souhaite être multicanal pour devenir omnicanal au maximum. Donc, des magasins qui font une surface moyenne d'à peu près 1000 m², qui aujourd'hui sont principalement en Rhône-Alpes, et on a ouvert Gap et on va commencer à aller un petit peu plus loin bientôt. 13 sites, parce qu'on est présent à l'étranger pas mal, 210 collaborateurs. Notre chiffre d'affaires s'articule un tiers magasin, un tiers web France et un tiers web étranger. Voilà, donc un site, une enseigne qui progresse vite, malgré une année Covid qui nous a un petit peu bousculé. Le sport d'hiver, c'est notre rayon numéro 1 encore. Donc, fermeture des stations, fermeture des magasins à 3 reprises, aucune aide parce que plus de 50 salariés. Et l'Angleterre fermée du fait du Brexit. Donc, ça a été une année un petit peu atypique, on va dire. Mais malgré tout ça, cette année, on la termine encore avec une hausse de plus de 26%. Donc, la progression est intéressante. On verra tout à l'heure, en plus, dans quelques indications sur les volumétries de flux, que du coup, ça booste bien aussi. Il n'y a pas que le chiffre d'affaires, il y a les flux qui vont avec. Merci Yannick pour cette intervention. Du coup, on vous propose effectivement de rentrer on va dire, dans le vif du sujet. Donc, comme je disais très brièvement tout à l'heure, et je ne vais pas m'éterniser sur Fretly, parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est pas tant de parler de Fretly, mais de plutôt à quoi ça sert. Ce qu'il faut comprendre ce qu'il faut comprendre de Fretly, en fait, c'est on est finalement un éditeur. On a développé une solution digitale qui se concentre sur l'analyse et l'optimisation de la performance transport. Par performance transport, on a 3 volets. Il y a une performance économique, parce que elle est importante pour tout le monde, mais aussi une performance opérationnelle, donc délai de livraison, taux de service, et de plus en plus une performance environnementale. Donc, on évolue vraiment sur ce triptyque qui, on va dire, est le cocktail d'une performance transport bien maîtrisée. Et donc, d'un point de vue technologique, cette solution digitale, elle permet de collecter des données, de les traiter et de les faire parler pour permettre effectivement
aux entreprises que l'on appelle les chargeurs. Donc, chargeur est un expéditeur en B2B, donc EcoSport est un chargeur, d'avoir une meilleure visibilité sur sa performance transport. Donc voilà ce qu'on fait chez Fretly. En fait, pour, pour développer pourquoi on a développé Fretly et donner un peu de visibilité sur ce qui se passe sur le marché du data management dans le transport. Il y a beaucoup d'outils de pilotage du transport qui existent, mais ils ne sont pas toujours très facilement accessibles. Et en général, ces outils sont plutôt côté transporteur et un petit peu moins côté chargeur, parce que s'équiper d'un système d'information transport, c'est un gros projet d'entreprise. Et pour autant, c'est un sujet vraiment très stratégique et ça permet justement de répondre à cette question du pourquoi collecter les données de transport. Donc, on est vraiment dans cette position enfin, notre vision, c'est de dire on améliore que ce que l'on mesure. Donc, si on mesure rien, difficile d'améliorer quoi que ce soit. Et malheureusement, notre observation, c'est que la majeure partie des entreprises sont plutôt dans un niveau de maturité en termes de maîtrise des données de transport qui évolue entre 0 et 1. Nombreuses sont les entreprises qui n'ont pas accès à leurs données de transport. Et on va avoir un exemple avec EcoSport qui est justement le niveau de maturité, on va dire, le plus élevé en la matière, puisque EcoSport a pris la décision effectivement d'avoir accès à ces données via la solution Fretly et d'être dans cette position de comprendre ce qui se passe opérationnellement, de donner des explications à ce qui se passe, d'éviter que ça se reproduise pour les mauvaises situations et d'être vraiment dans cette capacité de décider et d'optimiser son transport. Du coup, dernier point peut-être sur Fretly pour comprendre comment ça marche. En fait, on a digitalisé tout un processus, on va dire, de traitement de données et d'analyse de la performance transport. Il y a eu un gros volet effectivement de développement de R&D. Je ne rentre pas plus dans le détail parce que ça serait trop technologique, on va dire, et ça pourrait être un petit peu ennuyeux. Mais l'objectif, c'est effectivement de faire gagner du temps et de faire gagner du temps dans le traitement des données, mais pour derrière avoir des bénéfices opérationnels, notamment sur les coûts de transport et le taux de service, comme je disais tout à l'heure. L'avantage du digital, c'est qu'on peut tout mesurer, on peut tout maîtriser. Et effectivement, aujourd'hui, sur l'ensemble des volumes de données de transport, qui sont à plus de 13 millions d'opérations de transport aujourd'hui, on a un taux moyen de baisse de coût qui est de 15% et une amélioration du service qui est d'environ 11%. Ce que je vous propose, c'est effectivement de donner la parole, comme vous le voyez, à Pierre-Édouard, qui va nous faire un petit focus sur le transport dans le e-commerce, avant ensuite effectivement d'échanger sur les problématiques d'EcoSport et les enjeux d'EcoSport en termes de performance transport dans un deuxième temps. Parfait, donc je vais prendre la suite. Merci, je te remercie Philippe. Je te fais dérouler les slides, tu me dis. Merci, c'est sympa. Alors, si tu peux revenir en arrière juste pour la petite slide qui va permettre de structurer un peu mon discours. Je vous explique un peu le déroulé des données que je vais présenter. On va parler déjà d'une part de la place du transport dans le e-commerce. On sait qu'elle prend une énorme part maintenant pour la satisfaction client. On sait que c'est vraiment un rouage, si vous voulez, du e-commerce. Par la suite, c'est Yannick qui nous parlera d'EcoSport et de sa collaboration avec Fretly et quels sont les enjeux finalement d'EcoSport qui est un pure player du marché de l'outdoor. Et on aura derrière justement encore le retour d'expérience de Yannick sur les outils que propose Fretly et comment cette collaboration fonctionne. Donc du coup, pour la suite, Philippe, je te prie de passer à la prochaine. Voilà. Alors, nous, si vous voulez, en plus de traiter les données microéconomiques de nos clients, on aime bien donner des informations macroéconomiques pour expliquer clairement l'environnement. Et là, on constate à travers cette slide, si vous voulez, qu'en 2020, il y a eu clairement un contexte économique énormément instable. Sur la gauche, vous trouvez des indices du prix du transport de fret avec des variations sur l'année 2020 du T1 au T4. Et sur la droite, l'évolution du prix du baril. Donc, je vais commencer par rapport à l'évolution des prix du transport de fret. Si vous voulez, sur la partie T1, on va dire que ça a commencé à exploser avec évidemment le Covid qui a impacté clairement toute cette année. Et le fait qu'il y ait eu peu de capacité de transport aérien, où on a l'image de tous ces avions qui ont été parqués sur des aéroports un peu connexes, type si je ne dis pas de bêtises, Châteauroux, je crois qu'il y a un énorme parking et un hangar énorme d'avions, des compagnies maritimes. Des compagnies aériennes.
Donc voilà, il y a eu une capacité, si vous voulez, réduite et une demande qui a finalement augmenté avec les besoins sanitaires, donc les masques, tout ce qui est lié voilà, au côté healthcare, à cette partie-là de la demande et du transport qui devait se réaliser. Et ensuite, finalement, les industries, on a vu qu'elles ont continué à tourner et il y a eu une relance de la part de la Chine qui a été très rapide. Donc, les besoins et la demande en transport aérien a été très haute face aux capacités de transport. Donc, ce qui explique une augmentation terrible des prix du transport aérien. Pour ce qui est du maritime, on est à peu près sur du similaire, mais c'est arrivé plutôt pour T2, T3, donc ce qui est expliqué clairement par la demande chinoise. La Chine a redémarré plus vite que les autres. Puis après, l'Amérique a suivi et l'Europe derrière, et on est toujours en cours de redémarrage. Donc là aussi, les prix du transport maritime ont explosé, pas assez de capacité. Donc là encore, on est sur un manque de capacité, une hausse de la demande qui est expliquée par ce redémarrage de l'économie après cette terrible crise du Covid. Et pour ce qui est du transport plutôt routier et fluvial, ainsi que le transport ferroutage train, on peut se dire que finalement, ça n'a pas tellement augmenté, même si je pense que vous avez eu de belles surcharges liées au Covid. Mais lisser sur cette période-là, on voit que ces modes de transport ont été moins impactés que le transport aérien et maritime, donc overseas. Concernant l'évolution du prix du baril, là aussi, on a tous entendu et on a tous vu finalement que le prix du baril a été très très bas au niveau de mars-avril. Plus personne ne demandait, n'avait plus de demande, si vous voulez, en termes de pétrole. Donc, l'évolution a été vers la baisse. Elle tend à remonter, évidemment. Comme on reste dans la logique économique, si vous voulez, de la demande qui remonte. Ça a été une crise très passagère, très rapide, très violente. Mais au final, on voit qu'il y a une grosse reprise. Et là aussi, si vous voulez, toutes ces données macro peuvent expliquer des soucis micro qu'on retrouve chez nos clients. Et je peux vous dire que, à mon avis, avec les déplacements qui vont reprendre, le prix du baril va continuer à augmenter. Et il va falloir s'attendre à avoir le prix de la pompe un peu plus élevé qu'à l'actuel. Donc voilà, si vous voulez, ce qui est important là-dedans et ce qu'il faut tirer de ça, c'est que les données macro influent sur les données micro et il y a toujours une explication à tout ça. Et l'intérêt, si vous voulez, du transport et l'intérêt de s'intéresser au transport, c'est qu'on est dans un univers qui est en constant changement, si vous voulez. Et c'est quelque chose de passionnant parce que plein de données peuvent rentrer en jeu et impacter vos prix de transport. Voilà, pour cette slide et ces données 2020. Pour la suite, Philippe, si tu peux passer à la prochaine, s'il te plaît. Bien sûr. Merci beaucoup. Donc maintenant, plus sur un focus e-commerce, je vous ai proposé des données qui sont issues de la FEVAD et elles traitent de l'évolution du e-commerce et des produits et des services en 2020. Alors, voilà, on est toujours sur de la croissance depuis 2000, même entre 2019 et 2020, on a été sur de la croissance avec plus 8,5%. Ce qui est super intéressant de tirer à travers ce graphique, c'est qu'on est passé sur une évolution ou sur un switch de la consommation des services à l'origine. On a tous acheté des billets d'avion, on a tous acheté des billets de train SNCF dans le passé. Et le e-commerce était, je dirais, en termes de chiffres, plus orienté là-dessus, sur du service et du dématérialisé. Le Covid et son impact a prouvé le contraire et a switché, a clairement provoquer, si vous voulez, une inversion de la tendance vers le produit. Ce qu'on voit sur le petit graphique à gauche, entre l'estimation de la répartition des produits et des services, donc c'est super intéressant. Et on peut faire un lien avec EcoSport là-dessus, que finalement, 56% des produits, il y avait en gros 56% de la consommation du e-commerce qui était liée aux services et 44% en 2019, qui a switché, qui s'est inversé pour du 54 en faveur des produits et du 46 en faveur des services. Donc, c'est super intéressant de voir que finalement, on a consommé plus de produits cette année que de services. Évidemment, ça s'explique toujours par du macroéconomique. On n'a pas pu prendre de billets d'avion pour aller sous les cocotiers. On n'a pas pu se balader là où on le voulait. Donc, on a consommé des produits. Alors, on a consommé des produits pour la maison. On a consommé des produits de nécessité aussi. Parfois, on a fait ses courses sur Internet, des biens de consommation. Donc, voilà, ces graphiques sont assez intéressants et c'est intéressant aussi de voir qu'on bascule sur le produit. Je pense que c'est une tendance qui va continuer. On va repartir sur de la consommation du service, ça va peut-être s'équilibrer entre le produit et le service,
mais la consommation du produit va rester, voire même se développer, je le pense, et je pense que Yannick nous confirmera ça aussi, malgré la fermeture des stations. Si vous avez bien fait de la croissance, ça prouve bien que la consommation de produits, si vous voulez, est bien effective. Donc, c'est assez intéressant. Ouais, merci Philippe. Je suis allé un peu vite là. Non, c'est celui-là. Allez un peu vite, ouais, t'es allé un peu vite. Merci beaucoup. Pardon. Alors, je vais parler un peu comme un Jones. On est parti sur la satisfaction client et on a essayé de comprendre quels étaient les facteurs clés de succès de la satisfaction client, de la nouvelle satisfaction client, si je peux me permettre. Donc, on parle d'un petit produit en croix du futur, comme dirait les Jones. Nous, on part du principe que l'information et la data, c'est très, très important et ça va être une des variantes de la satisfaction client. On pense que l'information doit être traitée très rapidement, que la data doit être bien maîtrisée et il faut qu'il y ait un flux d'informations très rapide pour déclencher une logistique hors pair qui marche très rapidement et qui fonctionne vraiment, vraiment super bien. Ensuite, on pense que l'autre facteur que tu sais, on en est même sûr, c'est la rapidité. Tout comme voilà, la rapidité dans la gestion et le traitement de la data et de l'information. Là, je vous ai pris une super photo de l'entrepôt de Monoprix à Fleury-Mérogis qui a été tout automatisé. Et les robots peuvent traiter des commandes de manière très rapide. Alors, je sais que peut-être que ça ne va pas plaire à certains, mais ça fait partie peut-être d'un facteur que tu sais dans la rapidité. Je pense que les machines bien utilisées par les humains peuvent être clairement un énorme gain en rapidité. Et ce qu'on retrouve aussi sur la droite avec la verdification du transport, excusez-moi de ce terme qui est un peu détourné, mais voilà, on voit qu'actuellement, la demande se tourne vers des livraisons plus saines, plus vertes, là aussi amplifié par le Covid, même si c'était bien ancré dans les mœurs. Voilà, clairement, on a tous vu des super photos, on a tous revu des oiseaux, des insectes qui revenaient dans les villes, et ça nous a tous touchés. Et je pense qu'il y a une plus grosse prise de conscience encore, même si elle était déjà présente par rapport à cela. Et voilà, vu qu'il y a une accélération de l'e-commerce, il y a aussi une accélération du besoin en qualité, du besoin en verdification pour être un peu en accord avec le marché actuel et les besoins actuels. Voilà, les besoins actuels. Et donc, on pense que ce produit en croix-là, de ces trois facteurs, va amener à une nouvelle satisfaction client. Et voilà, on pense que c'est un énorme facteur de succès, on en est même sûr. Et on sait, comme je l'ai déjà dit, que le transport est réellement un outil de satisfaction client et qui joue sur la satisfaction client. Donc, voilà. Je vais te demander, Philippe, de passer à la prochaine slide, s'il te plaît. Là, on a tiré une petite étude du e-commerce mag et qui provient de chez UPS, comme vous voyez un peu la charte couleur. On traite de l'aspect financier, si vous voulez, en termes de transport. Et la livraison gratuite est vraiment une attente clé des consommateurs. On le voit, même pour les différences d'âge entre les plus de 55 ans et les 18-24 ans. Le fait que la livraison soit gratuite est un accélérateur de commerce. Même si évidemment c'est un poste de dépense. Parfois, on peut même instaurer des plafonds de panier pour pouvoir proposer de la gratuité au niveau de la livraison. Mais on voit que c'est clairement un aspect important pour les consommateurs et pour les personnes qui consomment du e-commerce. Là aussi, en qualité, il y a un gros besoin. On voit que 83% des consommateurs français déclarent que la réputation du transporteur de l'enseigne est très importante. Donc, je pense que c'est important de bien sourcer ces transporteurs. Leur réputation est de plus en plus mise à mal ou mise en lumière parce que voilà, les clients ou les potentiels clients ou ceux qui consomment du e-commerce ont plus de contact avec les transporteurs. Voilà, à leur porte, si le transporteur se comporte bien, si c'est bien livré, si le colis n'est pas arraché, ce sont tous des facteurs qui sont super importants au niveau de la satisfaction client. Derrière, on voit ce qui motive les consommateurs français à acheter en ligne, comme on l'a déjà vu, c'est le tarif, évidemment. On voit que les consommateurs français veulent finalement trouver des bonnes affaires sur Internet, en gros, le fait d'acheter en ligne, si vous voulez, est plus facile pour eux, et pour eux aussi synonyme de soldes ou de produits moins chers. Donc ça, clairement, c'est ce qui motive la demande. Et ensuite, on voit que 41% des consommateurs indiquent que le côté pratique de livraison fait partie de leur préférence. Là aussi, on est sur la qualité. Le fait de se livrer en porte-à-porte avec tout ce qui s'est passé avec la situation économique passée, voilà, on voit que le service est extrêmement important. Est-ce que je peux te demander de passer à la prochaine, Philippe? Merci beaucoup. Donc là, on a traité, si vous voulez, dans le passé, sur la slide précédente, tout ce qui était aspect financier.
Là, on va passer plutôt sur le point de vue développement durable qui me permet en fait d'étayer, si vous voulez, le fameux produit en croix du futur. Du coup, on voit que le développement durable est une attente clé, tant pour les grandes enseignes au-dessus, nationales et internationales, que pour les petites enseignes, les petits commerces indépendants. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on a toujours eu tendance, je pense, en tout cas de mon point de vue, à plus pardonner, à être plus je dirais, avoir plus de compassion pour les petits commerces. Et là, pour le coup, on voit que les attentes restent les mêmes pour les différents types de retailers. Donc, on voit que finalement, 50% des consommateurs veulent des emballages durables et respectueux de l'environnement, ce qui est le cas aussi pour les petits commerces et les commerces indépendants. On voit aussi qu'en gros, les consommateurs attendent à plus de livraisons vertes et aussi voudraient des minimums de livraison et aimeraient beaucoup de groupage au niveau des livraisons. Donc ça, c'est aussi un point clé. Et comme on l'a déjà vu aussi, il faut de la qualité au niveau des transports et proposer aussi d'autres possibilités de livraison avec la possibilité d'avoir des points de retrait, des consignes, ce qui est aussi valable pour les grandes entreprises et les petites entreprises, les petites enseignes. Donc c'est assez intéressant de voir tout ça. Et ça étaye un peu ce qu'on a proposé tout à l'heure sur le produit en croix. Et ce que je pense aussi qu'Yannick va confirmer le fait que le e-commerce est beaucoup boosté, même au niveau du produit. Et même malgré vos contraintes, justement, de fermeture des stations et toutes ces contraintes qui ont peut-être bloqué un peu votre commerce. Et je pense que le site e-commerce a bien boosté, a bien travaillé, malgré tous ces problèmes-là. Donc, si je peux me permettre, et si je peux me permettre un peu la personnification de la chose, c'est qu'à travers ces petites études macro, j'ai un peu l'impression qu'on pourrait se personnifier en chat. On retombe toujours sur nos pattes. L'humain arrive constamment, si vous voulez, à s'adapter. Donc, c'est assez encourageant pour le futur et vivement la reprise. Voilà, pour ma part. Merci Pierre-Edouard. Pour cette. J'ai activé le micro aussi. Pour cette analyse effectivement macro, comme tu disais. Donc, on voit bien effectivement trois grands enjeux si d'un point de vue opérationnel. La gratuité de la livraison, on le sait tous, et c'est pas facile pour un e-commerçant. Pour le coup, Yannick nous en parlera un petit peu tout à l'heure, mais en gros, c'est 10% du chiffre d'affaires dans la moyenne, le budget transport pour un e-commerçant. Donc, de dire qu'il faut mettre gratuit l'équivalent de 10% du chiffre d'affaires, c'est intellectuellement pas très facile. Et du coup, la qualité de service et le volet, effectivement, développement durable qui s'intensifie, sachant que le point commun, effectivement, à ces trois aspects, c'est d'avoir des outils de data management pour effectivement avoir accès à l'information et piloter cette partie optimisation de ce triptyque infernal. Du coup, on donne la parole effectivement à Yannick sur les enjeux d'éco-sport, pourquoi la supply chain effectivement est un sujet stratégique pour l'entreprise et après on passe au retour d'expérience sur la collaboration avec Freightley. Avec plaisir. Dans le web, effectivement, les frais de transport sont importants. Alors, ce qui a été dit, je partage les chiffres, évidemment. Quand on demande au consommateur est-ce qu'il veut payer des frais de port, rares sont ceux qui disent « Ah bah ouais, moi je suis très content de payer des frais de port ». Néanmoins, nous, chez EcoSport, on n'offre pas les frais de port. On estime que le consommateur a été très mal éduqué par des gros faiseurs, gros faiseurs, Amazon, Sarenza, Zalando, etc., les frais de port sont toujours gratuits. Le retour, c'est jusqu'à 100 jours. Vous pouvez essayer les produits, etc. Et pour moi, ça déstructure complètement la valeur de chacune des opérations qui sont faites. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et pour moi, je suis contre ce procédé. Alors évidemment, on a des niveaux de franco. Quelqu'un qui achète un pack de ski de randonnée chez nous à 1 200 € comprendra difficilement qu'on lui fait payer des frais de port, évidemment. Mais néanmoins, depuis le début, on essaye de limiter sur notre compte d'exploitation, parce que contrairement à ces très grosses structures que j'ai citées auparavant, nous, il n'est pas question de perdre de l'argent pendant des années en espérant gagner un jour. On a une gestion en bon père de famille. Il faut que chaque année soit bénéficiaire, sinon on est inquiet pour notre avenir. Et dès les premières années, quand j'ai commencé à voir ces factures de transport devenir de plus en plus importantes, je me suis posé la question de savoir comment j'allais les monitorer. Aujourd'hui, chez EcoSport, alors nous, on n'est pas à 10%, on est à 6% du chiffre d'affaires, le coût d'achat transport. Et on le vend à peu près à la moitié. C'est-à-dire qu'on récupère 3% sur les frais de port vendus. C'est à peu près ça notre ratio actuel. Et on est parmi les moins généreux de la profession. Mais c'est une volonté affirmée qui est de dire un transport, ça a un coût.
Donc, les factures ont commencé à s'envoler au regard des volumes, bien évidemment. Je vous dis, cette année, c'est à peu près 3 millions d'euros. Et autant chaque facture de frais passe sur mon bureau et est contrôlée, signée, validée, quel que soit son montant, ça peut être 10 euros, ça peut être 10 000 euros. Autant les factures de transport, jusqu'à maintenant, on les validait parce qu'on était bien incapable de les contrôler. On avait 5 transporteurs, le prix dépend de la destination, du express ou non express, du poids, etc., etc. Et c'était quelque chose qui était absolument incontrôlable. Et pour moi, c'était une vraie inquiétude. Je me disais, mais comment je peux dépenser des sommes pareilles sans avoir d'outils de contrôle? Alors après, on se dit, la data, elle existe, elle est quelque part. Donc, l'idée, c'était de dire, on crée un service interne, une personne, peut-être que ça suffira pas, peut-être 2, peut-être 3, mais moi, je ne peux pas imaginer un jour dépenser, allez, disons 10 millions d'euros de transport et ne même pas valider, même pas pouvoir contrôler ces factures. Donc, en ce sens, c'est un véritable enjeu. Donc, il y a la problématique du respect des tarifs négociés avec les fournisseurs de transport et il y a la problématique après aussi de contrôle de leur performance, de livraison, de délai, etc. Donc, c'est un super enjeu parce qu'effectivement, quand on fait payer le transport, il faut que le consommateur, il en ait pour son argent. S'il paye 3 euros, 5 euros, 10 euros, ça va jusqu'à 20 euros s'il prend l'Express, etc., il faut être sûr que derrière, la mission soit remplie. Et une fois encore, cette data, elle existe. Alors, elle est en partie chez le fournisseur, elle est en partie chez nous. Et donc, il y avait besoin de cet agrégat très professionnel. Et nous, au départ, on s'était dit, on va essayer de le faire en interne. Mais c'est complexe comme tâche. Et c'est là où on est rentré donc, en relation avec Fretly il y a quelques années. Qui nous a soulagé de cette tâche et qui a mis sous monitoring nos fournisseurs de transport. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement, pour moi, qui a une grande valeur ajoutée. C'est-à-dire que chaque mois, j'ai mon tableau de bord Fretly qui me dit, nos fournisseurs de transport nous ont facturé tant. Et en fonction de la data, c'est-à-dire le nombre de colis, les distances, enfin les destinations, les poids, les hors-gabarits, tout ce qu'on veut, les taxes transport, les taxes sûreté et toutes les pénalités diverses et variées, tout ça est très clairement mis en avant. Et derrière, s'il y a un écart, on peut dire à notre transporteur, là, il y a quelque chose qui cloche. Alors, je vais peut-être aller peut-être un peu plus vite que la présentation prévue, j'en sais rien. Philippe, tu me coupes la parole si je vais trop vite. Ou en tout cas, si je vais trop loin dans nos explications. Mais tout ça pour dire que pour moi, c'est un monde assez particulier, le transport, parce que je ne sais pas si vous avez, autour de cette visioconférence, déjà mis votre nez dans des factures, par exemple UPS. C'est absolument incompréhensible. Et je pense que c'est une volonté de leur part. C'est-à-dire qu'ils vous facturent 1000 et puis après, il y a 900 de réduction d'avoirs divers et variés. C'est absolument incompréhensible. Et il n'y a évidemment pas un transporteur qui facture de la même manière. Autant les rapprochements d'achat de marchandises, c'est extrêmement simple, autant le transport, c'est pas possible. Donc, non seulement on a mis en monitoring, mais en plus, on a fait un travail sur les années précédentes pour voir si on ne s'était pas fait enfumer sur les années précédentes. Alors, la bonne ou mauvaise nouvelle, tout dépend sous quel angle on regarde, c'est que pour le coup, chez nous, on ne s'était pas fait enfumer. Les fournisseurs, à quelques milliers d'euros près, nous avaient facturé ce qu'ils devaient nous facturer. Donc, on n'a pas récupéré un jackpot, genre quelques centaines de milliers d'euros. Ça, c'est peut-être la mauvaise nouvelle si on regarde sous cet angle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, on n'était pas pris pour des nazes par nos fournisseurs de transport. Mais que les fournisseurs de transport se sentent monitorés, ça change aussi la relation. Quand il y a justement une surcharge Covid, par exemple, alors que contractuellement, elle n'est pas prévue, ils savent que s'ils nous la mettent sans nous en parler, sur Fretly, elle va sortir. Donc, ils viennent d'abord nous en parler et on négocie. Ça nous met vraiment dans une position qui est complètement différente. Donc, avoir externalisé cette expertise, parce que c'est une réelle expertise, c'est hyper complexe, une fois encore, chez des gens comme Fretly, moi, je suis ravi. Et si je pouvais monitorer d'autres secteurs de mon entreprise avec des Fretly bis, franchement, je le ferais. Alors, ça a un coût, certes, parce que rien n'est gratuit, il y a une prestation derrière, mais néanmoins, vu les enjeux, pour moi, c'est absolument colossal. Et après, en termes d'action également, c'est que grâce au tableau de bord, parce que donc il y a le monitoring des factures, c'est une chose, le contrôle des factures, et puis il y a les tableaux de bord, le pilotage. Et grâce au pilotage, qui est instantané, parce que c'est une BI aussi rapide que les BI que vous pouvez avoir sur d'autres sujets, parfois mettre en exergue des phénomènes qui derrière nécessitent analyse interne.
tiens, curieux, sur tel pays, mon poids moyen a chuté de moitié sur telle période. C'est bizarre, il y a quelque chose à creuser. On peut avoir des problématiques informatiques parfois, que dans le tunnel de conversion, il y a un mode de transport qui peut commencer à mal fonctionner pour des raisons SI et autres. Et du coup, Fretly devient un outil de détection d'anomalies qui peuvent être des anomalies internes, des anomalies de transporteurs ou autres. Et donc, c'est une fois encore rassurant parce que dans l'e-commerce, tout ça est quand même relativement fragile. Il y a tellement de systèmes informatiques qui rentrent en ligne de compte pour que le consommateur puisse recevoir son colis. Il suffit qu'il y en ait un qui commence à pétouiller à un moment ou un autre et ça s'arrête. Tout simplement, ça peut s'arrêter sur un pays. Pour un peu que ce ne soit pas un pays très important, on se dit, tiens, c'est bizarre, l'Allemagne, hier, on n'a pas fait grand-chose, etc. Ou tiens, c'est bizarre, sur tel mois, par rapport au même mois de l'année dernière, on ne retrouve pas nos petits, il y a quelque chose qui cloche. Donc, cette BI, cet outil Fretly, il devient un fournisseur d'informations pour derrière mener des actions internes. Donc, en ce sens, c'est pour moi un outil important d'accompagnement dans notre performance supply chain. Et maintenant, nous, on commence à avoir plus de magasins, donc on va commencer à grossir en termes de B2B, c'est-à-dire commencer à envoyer du fret, des palettes vers nos magasins. Il y a le click and collect qui évidemment prend des proportions de plus en plus importantes. Donc si demain on a des magasins à Marseille, Strasbourg ou Lille, il va bien falloir aussi, là pour le coup, fonctionner en fret, qui est plus le même métier, quelque part, pas les mêmes prestataires, mais avec un outil comme Fretly, on va pouvoir optimiser également la solution. Donc voilà, moi aujourd'hui, je suis vraiment content de travailler avec Fretly parce que c'est un poste de charge. Quand on parle de 6 à 10% du chiffre d'affaires, vous imaginez, il n'y a pas 50 postes qui pèsent aussi lourd dans notre compte d'exploitation. Après, il y aura la masse salariale et puis après, il y a les achats de matières ou de produits. Mon permis, mais tu l'as bien, mon permis? Non, ton permis, je ne l'ai pas. Attends, si, je l'ai peut-être posé quelque part. Bouge pas. Message que j'ai envoyé. L'organisation, c'est pas les messages que j'ai envoyés. Nicolas, il faut que tu coupes le micro. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il parle là, mais. C'est Nicolas. Il était coupé, du coup, Yannick, mais vas-y, du coup, tu disais donc un poste de défense important. Dans notre compte d'exploitation, un poste de charge qui pèse entre 6 et 10% dans l'e-commerce. Moi, je suis à 6, si la moyenne c'est 10, et c'est possible, c'est juste monstrueux. Derrière, il n'y a pas beaucoup d'autres postes de charge qui sont aussi importants. Donc, un outil fait par des professionnels, parce que ce sont des gens de métier, des gens de transport, qui sont allés plugger leurs tuyaux avec les différents prestataires de transport. Pour moi, c'est d'une grande valeur ajoutée. Voilà comment Fretly, chez EcoSport, a trouvé sa place et aujourd'hui est un outil qui est utilisé. Et ça a même généré chez moi la création d'un poste transport, ça peut paraître contradictoire, mais pour justement aller creuser dans cet outil et aller voir quelles sont les actions, quels sont les sujets qu'on souhaite approfondir et les actions qu'on souhaite mener. Voilà pour EcoSport. Merci Yannick pour ton explication sur tous ces enjeux. Effectivement, on a une question de peut-être que Philippe Barrault peut la poser directement sur le côté WMS. Oui, ma question, j'imagine, alors on est voisins, on est sur Chignin, donc on est franchement pas loin les uns des autres. Ma question est, j'imagine qu'EcoSport est doté d'un WMS sérieux et reconnu, et généralement les WMS proposent avec la partie, on va dire TMS, donc gestion du transport, ce type de suivi. Et du coup, ma question était, quel est l'intérêt, pour vous, quel était l'intérêt de Fretly par rapport à ce que proposait nativement un WMS, enfin un TMS pour être plus précis. Yannick ? Évidemment, excusez-moi, avec le micro, ça marche mieux. Notre WMS est un peu sous-dimensionné par rapport à notre volume d'affaires, ça c'est une chose. Mais pour moi, la rapidité avec laquelle les datas qui sont téléchargées de chez le prestataire de transport, cette confrontation automatique, pour moi, c'est là où je trouve de la valeur ajoutée par rapport à un WMS standard. Après, si c'est trop technique, je laisserai la parole une fois encore à Philippe, parce que là, ce sera à lui d'argumenter là-dessus.
Ouais, volontiers de rajouter quelques éléments, on va dire métier ou marché pour compléter ce que tu viens de dire, Yannick. Donc, juste pour la petite pédagogie, pour ceux qui seraient moins à l'aise avec les terminologies, WMS, c'est Warehouse Management System, donc système de gestion d'entrepôt, littéralement traduit. TMS pour Transport Management System, donc système de gestion du transport. L'observation, encore une fois, comme le disait tout à l'heure Pierre-Edouard, il faut faire la distinction entre macro et micro. Le taux d'équipement de TMS, donc d'outils de gestion du transport en France, il est très faible chez les chargeurs. Il est de l'ordre de 10 à 15%. Donc on entend dire que seulement 10 à 15% des entreprises qui expédient du fret sont équipées d'un TMS. Il est naturellement beaucoup plus important, ce taux d'équipement, chez les transporteurs eux-mêmes, puisque c'est leur cœur d'activité d'avoir un transport optimisé. Et du coup, en général, donc, enfin, déjà statistiquement, le taux d'équipement, il est très faible. Et peut-être pour compléter aussi la réponse sur sur la question, on va dire, de la qualité de la data, ce qu'on observe également, c'est que quand bien même il y aurait un TMS implémenté chez un chargeur, donc un expéditeur, il permet de répondre effectivement à la valeur ajoutée de digitaliser le côté, on va dire, plus transactionnel des opérations de transport, mais il va rarement, j'ai presque envie de dire jamais, sur un niveau de granularité en termes de champ d'information d'un point de vue data management aussi fin que ce qui est prévu dans le système des transporteurs. Et pour le coup, quand on analyse de la facture et qu'on analyse de la performance opérationnelle, le diable est dans les détails, comme on aime le dire, et il faut vraiment avoir des données de bonne qualité avec un niveau de granularité qui est exceptionnel, qui est proche enfin, qui est celui de la facturation finalement, avec tout le niveau de détail qui va bien, ce qui est du coup, encore une fois, rarement le cas dans les systèmes d'information TMS pour les chargeurs. Et si je peux ajouter quelque chose, Philippe, je pense que les TMS et WMS amènent des informations et de la data, mais derrière, il faut savoir l'exploiter, cette data, il faut savoir la faire parler. Et je pense que c'est une force aussi chez Fratly de proposer ça et de réussir à mapper, à faire visualiser la data et comprendre ces informations-là, qui peuvent être compliquées à moins d'être un grand boss de Excel. Je pense que c'est aussi un bel outil d'aide par rapport à ça, et un moyen de faire parler la data, quoi. Moi, je pense qu'effectivement, un TMS permet de faire votre prévisionnel de dépenses de transport. Et si vous constatez un écart, de mettre en avant un écart. Ce sera un écart global. Et là, ce sera le début de la complexité de savoir d'où vient cet écart. Quel pays, quel type de colis, etc., etc. En ce sens, je ne suis pas sûr que les TMS puissent dire ben voilà, tel transporteur a rajouté une surtaxe en Suède pour je ne sais quelle raison. C'est là où, pour moi, l'outil Fretly a une valeur ajoutée. Ouais, c'est exactement ça. Bonne illustration. Cas concret. Et on a une question d'ailleurs de Pascal Hélard sur quel a été l'apport en termes de gestion des délais, des taux de service et gestion des retours. Alors, juste après, on va vous montrer quelques tableaux de bord, du coup, très opérationnels qui permettent d'illustrer effectivement ce qui vient d'être dit. Avant de le faire, est-ce que tu veux commenter ça, Yannick, est-ce que tu as un commentaire à faire sur… Clairement, quand vous avez le commercial d'un transporteur qui vous dit chez nous, les retours, on vous les achemine en tant de jours, et que notre service client nous dit, bah, c'est pas ce que nous remontent nos clients, c'est pas ce qu'on constate, etc., etc. On se rend compte avec la donnée Fretly que c'est pas vrai, et derrière on est allé faire modifier les flux en disant ben c'est pas 2 navettes par semaine ou 1 navette par semaine qu'il nous faut, c'est une quotidienne, etc. Donc on est parti de ce constat. En fait, ça met fin à des discussions qui sont mal étayées. Oui, on sait faire, non, on vous croit pas, etc. Là, c'est mais regardez, c'est ça. Et du coup, on rentre tout de suite après dans le comment on fait pour améliorer. Ça, c'est du vécu chez nous en tout cas. Est-ce que tu peux en dire à ce sujet, Yannick? Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur le processus peut-être de gestion de la relation avec les transporteurs chez EcoSport? Il y a un système de revue d'activité régulière qui est mis en place avec eux. Quelle fréquence? Alors, avant qu'on utilise Fretly, il n'y en avait pas. On négocie nos contrats, nous, sous 3 ans. On essaye d'un point de vue tarifaire, parce que c'est long et fastidieux de faire ces négociations-là. Après, on peut parer à une situation inédite, on va dire. Mais aujourd'hui, c'est justement le fait d'avoir créé ce post-transport qui va démarrer là à la rentrée, où on va avoir des revues d'activité hebdomadaires. Aujourd'hui, on est plus sur une revue d'activité, on va dire, mensuelle. Mais ça les rend beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides.
c'est un gain de temps, en fait. Hein. Si on regarde bien, c'est un gain de temps comme tout outil d'intelligence comme ça. Et ça, je trouve que ça rend beaucoup plus saine la relation avec le fournisseur parce qu'on met tout de suite le doigt là où il y a un sujet à traiter. Et on traite, d'accord, pas d'accord, on coupe, on garde, on fait quoi. Et ça rend efficace les discussions. Ok, merci. Effectivement, est-ce que je vois pas d'autres questions dans le chat sur cette partie-là? Du coup, ce que je vous propose, c'est de continuer le sens de la... Oups, excusez-moi, je suis un peu vite. Le sens de la présentation. Donc, effectivement, hein, peut-être que je peux prendre la main si tu veux, Yannick, sur cette partie-là. Donc, il y a ce volet, effectivement, faciliter l'accès aux data pour assainir les relations avec les transporteurs. Je reprends tes termes, c'est exactement ça, et faire ça de manière simple. Ce qu'on a fait, du coup, dans la collaboration Fretli EcoSport, c'est, dans un premier temps, comme tu le disais tout à l'heure, une analyse de la facturation. Donc, on s'est concentré sur cette première approche. On va partager avec vous quelques éléments chiffrés juste après. Et ce qu'on a mis en place là plus récemment, depuis le début enfin sur le début 2021, c'est une analyse de la performance vraiment opérationnelle, donc sur un aspect économique certes, mais également qualitatif, comme je le disais tout à l'heure, pour permettre d'identifier des points d'optimisation ou des leviers d'optimisation. Donc, on va vous montrer effectivement quelques tableaux de bord qui sont managés aujourd'hui par EcoSport à ce sujet. Et aujourd'hui, par exemple, pour les factures, on les regarde même plus, on les valide. Alors qu'avant, on essayait un petit peu de voir si dans les grandes masses, on n'était pas trop mal, avec une énorme inquiétude, parce qu'on aurait été incapable de déceler la moindre variation. Aujourd'hui, toutes les factures, elles passent automatiquement et après, on s'en fie à l'outil Fretli. Merci de la confiance. Du coup, et effectivement, pour donner quelques informations marché aussi à ce sujet, c'est pas nous qui le disons. Si vous regardez sur Internet, vous trouverez des études qui mettent en évidence que les erreurs de facturation dans le transport, du fait de la quantité de champs de facturation existants dans les conditions commerciales, il se situe entre 3 et 5% du budget transport. Donc, ça, c'est la statistique. C'est pas toujours le cas, et dans le cas d'EcoSport, c'était plutôt très en dessous, comme le disait tout à l'heure Yannick. Alors, c'est à la fois une mauvaise nouvelle d'un point de vue économique, parce que initialement, tout le monde se disait il y a peut-être 3 à 5% du budget transport à aller récupérer sur la base d'erreurs de facturation. D'un autre côté, moi j'aime dire que c'est quand même une bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle, c'est toujours d'avoir une relation partenariale entre un client et son fournisseur. Là, c'est l'ancien directeur des achats qui parle, du coup, et que pour le coup, il n'y a pas eu de mauvaise surprise sur un aspect économique, et du coup, il n'y a pas eu de discussion désagréable à mener avec les transporteurs sur ce sujet-là, et c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, du coup, on a deux questions. Une de Catherine. Est-ce que la solution peut aussi aider jusqu'au choix des transporteurs? Oui, elle peut aider au choix des transporteurs. Ce n'est pas trop le sujet de ce matin, mais on fait aussi ça. Ravi d'en discuter avec vous, on va dire a posteriori, Catherine, si vous le souhaitez. On a une question d'Olivier Bitoun également. Les transporteurs donnent facilement accès aux données qui sont enregistrées chez eux. Comment Fretli les récupère, et récupère-t-il les données chez les transporteurs? Ça, c'est une bonne question aussi. Du coup, l'accès aux données, comment il se fait? C'est une relation tripartite, hein, c'est-à-dire que EcoSport demande à ses transporteurs partenaires de communiquer chaque mois à Fretli via notre solution digitale les données de transport, de manière à ce que ce soit fluide et que ce soit simple pour Yannick et ses équipes, qu'il n'ait pas à s'en soucier. Dans la réalité, quelquefois, il y a besoin de fluidifier un peu plus les échanges et de revenir sur cette nécessité pour EcoSport d'avoir accès à ces données. Et quelquefois aussi, c'est la qualité de la donnée qui peut être une contrainte. Donc, dans ces cas-là, il y a on va dire un échange déjà avec le transporteur pour savoir si on peut améliorer cette qualité d'information. Et puis après, nous, on a aussi des algorithmes et des systèmes, on va dire, de reconstitution de données manquantes qui peut également effectivement qui peut permettre effectivement de résorber le problème d'une mauvaise qualité de données.
La clé, elle est là. C'est justement l'outil, il est là enfin, moi, c'est ce que j'attends de cet outil, c'est confronter les informations qui viennent de chez moi avec les informations qui viennent de chez mon transporteur et qui ont servi à élaborer la facturation. Et si le transporteur se refuse à donner les éléments, le client, c'est moi. Donc, je suis capable de dire, mais tu sais quoi, je vais augmenter le prix de ton transport ou le couper sur tel pays ou telle destination ou telle catégorie. Parce que si tu fais pas ça, j'estime que dans notre partenariat, c'est perturbant et tu seras sanctionné commercialement. C'est moi qui vais le sanctionner. Alors des fois, d'un mois à l'autre, ça traîne, etc. C'est pas très grave. La fluidité, effectivement, on peut faire mieux. Mais globalement, alors c'est une question que je me suis posée. Moi, je rejoins complètement. Je sais plus qui l'a posé cette question. Je me suis dit, mais comment, pour aller voir La Poste, DPD, Mondial Relais, Colissimo, etc. Et si, aujourd'hui, ils envoient bien leurs informations et ça fonctionne. Et ça fait partie de la tripartite commerciale. Philippe, on a une petite question là en direct de Benjamin. Une petite question en direct de Cognac G là, de Jean-Jacques. Donc, vas-y. Une petite remarque déjà pour dire que moi, je suis complètement en phase avec Yannick là, sur le fait que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc, en parfait accord sur le fait de demander une participation payante aux clients au transport. Il évoquait, je crois, 50% dans sa boîte. Et ma question est plus sur les délais. Le toujours plus vite, là, 2 heures chrono, 8 heures chrono, etc., à mon sens, n'est pas indispensable dans tous les métiers. Ne vaut-il pas mieux respecter un délai annoncé que de faire des promesses de toujours livrer plus rapidement? C'est une question. Pour moi, la question? Oui, pour toi, oui. Alors, oui, la tendance au toujours plus vite, elle est bien présente, mais du coup, elle vient répondre à des nouveaux besoins. Je veux acheter une bouteille de vin, il est 15 heures, je viens d'inviter des copains, j'habite Paris, je veux ma bouteille dans 2 heures. C'est un besoin bien particulier. Après, le modèle économique derrière ça, je ne sais pas. En tout cas, dans tous les cas, il faut que les termes soient respectés, que ce soit 2 heures ou que ce soit une semaine. Oui, le plus important, c'est de tenir informé, parce que même un retard, ça peut arriver pour X raisons dans des périodes de pic, etc., c'est la qualité et la fluidité de l'information envoyée au consommateur qui va être hyper importante. Attention, pour telle raison, votre colis a pris une journée de retard. Bon, si vous êtes informé, vous sentez que la situation elle est sous contrôle et que votre colis n'est pas parti dans la nature. Et en général, on n'a pas besoin du produit dans un jour ou dans 2 jours. En général, en tout cas, dans nos produits, c'est pas si courant que ça. Notre proportion express, elle est faible. Mais après, dans certains secteurs, ça va être… vous voyez, aujourd'hui, si on oublie Internet, les pharmacies sont livrées X fois par jour. Donc derrière, la supply chain doit s'adapter à un vrai besoin. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que le besoin de plus en plus vite, il va aller grandissant. Mais par contre, en face, il faut qu'il y ait un coût. Ça veut dire plus d'entrepôts à proximité du consommateur, plus de stock, plus de tout. Bon. OK, merci. Merci effectivement pour la question et la réponse. Et pour compléter aussi tout à l'heure la question sur l'accès aux données, je pense que de plus en plus aujourd'hui, dans cette économie digitale, les transporteurs comprennent aussi que ils étaient un petit peu réfractaires peut-être il y a quelques années en arrière, mais aujourd'hui ils comprennent qu'il y a ce besoin de transparence parce qu'il y a ce besoin de pilotage qui est nécessaire chez les chargeurs. Et du coup, rare sont les transporteurs qui aujourd'hui bloquent l'accès aux données. Je ne dis pas qu'on n'a pas quelques discussions quelquefois animées avec certains, mais pour autant, on sent vraiment un changement des mentalités et c'est bien, c'est chouette. On a une remarque sur, de Nicolas et un retour d'expérience de Benjamin. Nicolas qui dit est-ce qu'on a pu travailler sur l'optimisation des poids volumétriques? Alors, on n'a pas fait un travail vraiment d'optimisation des poids volumétriques. Par contre, le fameux RPV, comme on dit, donc le rapport poids-volume, qui est une donnée, on va dire, qui est une contrainte supplémentaire dans la facturation des transporteurs et quelque chose qui est effectivement intégré dans les calculs dans les calculs et dans le contrôle de la facturation, naturellement, c'est indispensable. Et peut-être avant de montrer quelques tableaux de bord, Benjamin, tu voulais… tu parlais d'un témoignage amusant sur ce thème, donc je pense qu'à Retail, on aime bien aussi s'amuser, hein, on l'a vu dans d'autres matinales, donc si tu as un témoignage amusant, on est tout oui. Oui, non, sur effectivement la récupération de données auprès des transporteurs, je pense que c'est une discussion aussi qui en dit long sur le positionnement et la relation qu'on peut avoir. Donc,
Il y en a qui le font effectivement bien volontiers, voire qui n'ont pas forcément un système d'information où c'est facile d'extraire des données, on sent ils font des efforts. Et puis, il y en a d'autres qui font preuve d'une certaine mauvaise foi. Donc, moi, on m'a avancé des raisons telles que je ne peux pas donner ces données à cause, je peux pas partager ces informations à cause de la RGPD. Donc, bon, quand j'ai expliqué au gars que j'étais par ailleurs DPO et que je ne voyais pas ce qu'il y avait de personnel dans dans mes données de transport et qu'en plus on était entre professionnels, enfin bon voilà. Donc ouais, je pense que c'est un moment qui est aussi qui montre bien quel est l'état d'esprit du transporteur en face, et est-ce qu'il est dans un mode partenarial ou est-ce qu'il est défensif. Et voilà. Donc, et très clairement, moi, c'est toujours ce même transporteur là qui m'a sorti la RGPD. Il me dit qu'il ne peut pas me donner certaines informations sur des dates de livraison, alors que par ailleurs, Fretli y a accès pour d'autres chargeurs qui travaillent avec ce même transporteur. Donc, c'est un passage très instructif. Que de faire poser cette question de la transparence à son transporteur. Ouais, merci pour ton témoignage, Benjamin. Effectivement, c'est ça. Alors, il y a un gros travail d'évangélisation à faire. En plus, on sait que le transport, c'est pas un secteur d'activité qui est très digital nativement, hein. Il est poussé dans le digital comme tout un tas d'autres secteurs d'activité. Mais bon, il y a encore un peu de boulot à faire, et c'est une évidence que de toute façon, l'histoire, elle est déjà écrite, si je peux dire ça comme ça, en la matière. Il y aura forcément un accès aux données pour ceux qui ne voudraient pas le faire aujourd'hui. Et j'ajouterais par rapport aussi à ce qui a été dit sur la notion de délai, typiquement, nous, on est dans un business inverse, hein, parce que chez nous, les délais ils sont longs, voire très longs, hein, on parle de semaines, voire de mois. Donc, en fait, ce qui est important, c'est justement de pouvoir vérifier en fait cette promesse. Et si on a des transporteurs qui nous disent, voilà, les produits, ils sont en 4 jours en Allemagne, il faut qu'on soit capable de mesurer que dans 9 fois sur 10, ils sont bien arrivés en 4 jours en Allemagne. Et que la promesse est tenue à chaque endroit. Et là-dessus, effectivement, l'outil Fretli, il va nous permettre d'être très précis et d'avoir des vraies discussions. Parce que, bien entendu, les incidents de transport, on fait toujours d'une généralité la fois où, effectivement, il y a un colis qui a mis 10 jours à arriver. Mais est-ce que c'est une fois? Est-ce que c'est 25 fois? Si on doit éplucher les factures pour le trouver, on n'est pas rendu, quoi. Donc voilà, donc ça c'est fondamental aussi sur la notion de délai. Merci Benjamin pour ton retour d'expérience. Donc Benjamin, il l'a pas dit, mais juste c'est Fermob, du coup, l'entreprise qu'il représente, effectivement. Et Fermob est également utilisateur de la solution Fretli, donc c'est pour ça qu'il parlait de l'analyse des délais sur le portail en ligne. Alors justement, on va justement montrer quelques éléments sur le portail pour le retour d'expérience EcoSport. On a une question, donc ça permet de faire la transition là, d'Olivier Olivier Bitoun sur depuis combien de temps EcoSport utilise-t-il Fretli. En plusieurs années, comme le disait tout à l'heure, je n'ai pas la date précise du coup, mais plusieurs années, j'ai envie de dire, EcoSport est presque un early adopter pour nous. Donc, on était peut-être pas dans les premiers, je ne sais pas. Ouais, sur l'audit de facturation, clairement. Ça doit faire 3 ans maintenant sur la facturation. Bien 3 ans sur la facturation. Je pense que sur les tableaux de bord, ça a été mis en place les derniers mois, là, mais avec une rétroactivité, ce qui est super intéressant comme data à exploiter. Voilà, donc c'est ce qu'on va aller voir, c'est-à-dire qu'on a démarré par du contrôle facture et ensuite on a enrichi la solution à la demande d'EcoSport pour également faire remonter des indicateurs opérationnels de délai de livraison, de taux de service et pas juste contrôler la facturation. Et du coup, on va vous montrer quelques exemples. Alors, hop. Du coup, alors déjà pour faire peut-être un point sur l'audit de facturation, tu veux développer ça, Yannick, ou tu veux que je le… Non, vas-y, je t'en prie, là. Ok, tu complètes. Du coup, donc là, vous voyez déjà d'un point de vue esthétique ou on va dire le type de tableau de bord qui sont disponibles sur la plateforme et qui, du coup, illustrent ce que disait tout à l'heure Yannick, d'avoir un accès à l'information très précis, très chirurgical,
à la fois avec une approche macro et une approche micro. On sait exactement quelles sont les erreurs de facturation qui ont été faites, sur quelle rubrique de facturation. Est-ce que c'était la grille de prix qui n'a pas été respectée, ou est-ce que c'est une surcharge qui a été facturée, mais peut-être pas facturée au bon prix, ou qui n'aurait vraisemblablement pas dû non plus être facturée. Tout est accessible de manière très fine. Et là, on va faire un peu interactif si tu le permets, Philippe, parce que ouais, volontiers. Je préfère même un exemple très concret, on a un transporteur qui s'appelle DPD. Donc le client achète son port DPD domicile. Et au dernier moment, le client n'est pas à domicile, donc il reçoit un message, quelles sont vos instructions, il peut dire posez ça au relais du coin, le relais DPD qui va bien. Et là, ça c'est facturé, c'est contractuel, c'est facturé de mémoire 1,15 € ou quelque chose comme ça. Mais on a combien de colis ça représente par mois, par an? Si on n'a pas l'outil Fretly, c'est absolument impossible d'avoir la notion de il y a combien de gens qui prennent le domicile et au dernier moment réorientent. Et alors du coup, c'est pour notre pomme quelque part. Mais ça crée donc un écart de facturation. Mais cette identification par nature, ça prendrait des semaines d'aller sur cette facture épluchée. Ah là, il y a une surcharge redirection point relais, là aussi, ce serait infaisable. Donc, cette lecture, après, elle permet de dire, ça, les montants sont insignifiants, on n'y passe même pas de temps. Là, il y a déjà du monde. Et puis, ça permet aussi de mesurer et de dire, notre frais réel, et on en tiendra compte derrière dans notre offre de prix, c'est-à-dire, attention, si on a la moitié des gens qui, quand ils prennent domicile, réorientent relais parce que ils ont mal calculé leurs coûts, ils ne sont pas là au moment de la livraison, et ça change tout dans notre coût de revient. Et donc, dans notre stratégie de prix de vente, on se sert cet outil. Ouais, c'est exactement ça. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Et c'est effectivement la livraison point relais, pour mettre un chiffre sur ce que tu viens de dire, dans le tableau de bord qui est là à l'écran, sur la période de l'analyse. Alors, il n'y a pas la période d'afficher, mais sur la période de l'analyse, c'était un budget de 1090 € sur 977 expéditions très précisément. C'est la troisième ligne du tableau de bord qui est en bas à droite. Et du coup, ça illustre complètement les propos que tu viens d'avoir. Alors, après, est-ce que pour 1000 €, effectivement, ça mérite d'avoir une action ciblée ou pas? C'est justement ça c'est ces données-là qui permettent d'arbitrer en fonction de la situation. Et comme on le disait, pour rebondir sur la question précédente, posée auparavant en disant un TMS, un WMS le fait, non. Le seul propriétaire de cette information, c'est le transporteur. Le TMS, lui, il n'en aura jamais l'information. C'est exactement ça. Il n'y aura pas ce niveau de granularité dans le TMS que pourrait avoir EcoSport si demain il y en avait un avec ce niveau de granularité aussi fin, parce que c'est des cas de figure opérationnels qui n'auront pas forcément été anticipés. Donc, pas d'enjeu économique, effectivement, sur l'audit de facturation pour faire un bilan. Il n'y avait que 8 000 €. Alors, 8 000 €, c'est 8 000 €, hein, mais au regard des enjeux financiers du budget transport de l'entreprise, c'était plutôt rassurant, effectivement, pour EcoSport de se dire j'ai des transporteurs qui jouent le jeu et qui respectent globalement les conditions commerciales qui sont entre nous. Ensuite, effectivement, sur la partie mesure de performance, alors, premier tableau de bord pour illustrer encore une fois c'est quelques screenshots qu'on a isolés pour partager avec vous et alimenter effectivement ces échanges. Tu disais tout à l'heure, Yannick, en introduction, on va dire une belle activité, un beau développement d'activité dans l'entreprise EcoSport, et tu parlais de 26% d'augmentation du chiffre d'affaires. Si on le regarde d'un point de vue plus opérationnel et plus logistique, on retrouve effectivement cette évolution au fil des années, donc depuis 2018 jusqu'à 2021, et on voit effectivement qu'entre, par exemple, 2019 et 2021, ou même 2020 et 2021, il y a une nette augmentation, en tout cas sur le mois de mars, des volumes d'expédition. Donc, on a une courbe pour chacune des années, comme vous le voyez sur la légende. Je ne sais pas si tu veux commenter quelque chose de particulier, mais c'est visuel, on le voit très bien. La courbe, la deuxième en partant du haut, elle a rejoint les autres au mois de mars l'année dernière, puisqu'on avait fermé notre logistique pendant quelques temps du fait de la Covid. Et derrière, ça a redécollé. Cette année, on devrait atteindre, on a fait 400 000 expéditions l'année dernière, on devrait atteindre 500 000 cette année.
Et cet outil il permet aussi d'anticiper un petit peu. Je prends notre exemple. On sait tous que les points relais arrivent à saturation pendant les fêtes et qui deviennent même des greniers à cadeaux. C'est un phénomène très, très perturbant. Ça, c'est que les gens, ils font leurs cadeaux de Noël, ils laissent tout dans les relais et ils vont tous le 24 chercher les cadeaux pour les mettre sous le sapin. Et forcément, les relais se déconnectent dès qu'ils sont saturés, deviennent indisponibles. Et avec l'outil Fretly, on est en train de regarder, voir si il vaut pas mieux couper les points relais sur une certaine période, parce qu'on sait que là, le client, il va pas être content. Parce que le pire des cas, c'est quand il a eu le temps de sélectionner un point relais, mais que entre le moment où il l'a sélectionné et le moment où le colis arrive, le point relais a été désélectionné par lui-même, et du coup réorienté sur un autre point relais qui parfois, à cette période de fête, peut être à 30 km. Et là, la qualité du service, elle est juste épouvantable. Donc de dire, est-ce qu'on freine pas les points relais sur cette période, parce qu'on sait que de toute façon, ça va mal se passer. Et il y a une fois encore ce phénomène de grenier à cadeaux qui est un vrai problème pour les mondial relais, les pick-up et relais colis, etc. Au moins, on peut le matérialiser. Et on va pouvoir suivre la vraie performance des points relais sur cette période qui est absolument critique. Merci Yannick pour ton retour d'expérience. Alors du coup, si on rentre sur un autre indicateur qui est, on va dire, un cas concret qui est présent chez EcoSport, c'est-à-dire que quand EcoSport analyse l'évolution de ses coûts de transport sur la base d'un prix au kilo entre deux périodes d'analyse, on a volontairement pris cet exemple parce que ça va permettre de trouver des explications et c'est ça qui est intéressant. Quand on analyse effectivement entre octobre 2019 à mars et mars 2020 versus octobre 2020, mars 2021, donc deux périodes de durée équivalente sur 2 années différentes, spontanément, Yannick il pourrait prendre peur et se dire « Oulala, mais qu'est-ce qui se passe? Mes coûts de transport, ils ont augmenté de 20%, parce que c'est exactement ce que dit le tableau de bord, hein, on n'invente rien, on fait parler les chiffres et on les met en perspective. Et pour le coup, il pourrait y avoir une zone d'inquiétude de se dire pourquoi cette augmentation de 20%. Et ce qui est intéressant avec l'outil, c'est effectivement de pouvoir aller chercher la cause racine et de trouver l'explication de cette évolution. Et là, en l'occurrence, dans le cas présent, il y a 2 explications principales qu'on peut mettre en évidence. C'est que déjà, on compare des périodes d'analyse qui tiennent pas compte, qui doivent tenir compte plutôt du fait qu'il y a eu une accélération très très forte de l'activité chez EcoSport, comme le disait Yannick tout à l'heure, et de manière très, très statistique, très mathématique. Il y a 18 pays d'Europe en plus qui sont couverts entre les 2 périodes d'analyse. Forcément, l'export, ça coûte un petit peu plus cher aussi en prix au kilo. Donc forcément, ça a un impact sur les coûts de transport. Alors, du coup, ce qui pourrait être considéré comme une mauvaise nouvelle ou une mauvaise maîtrise des coûts de transport dans une lecture trop rapide de dire « Oula, j'ai augmenté de 20%, en réalité, se transforme en bonne nouvelle qui est liée au développement de l'activité, à des nouvelles zones géographiques qui sont couvertes et cette accélération finalement sur l'export. Après, il y a un deuxième élément quand même, au-delà du changement du profil des expéditions. Il y a eu aussi une évolution tarifaire chez un transporteur, notamment, avec une nouvelle grille qui est rentrée en action un petit peu moins compétitive au 1/12/2020 et qui peut effectivement aussi avoir un impact, qui a un impact clairement sur les coûts. Alors, l'objectif, c'est pas ici de montrer du doigt qui est plus cher quel transporteur est plus cher que quel autre, parce que ça dépend des offres de services qui sont utilisées, ça dépend des zones géographiques d'intervention. Donc, l'objectif, il n'est pas de montrer du doigt quelconque transporteur, et tous les transporteurs ont des savoir-faire et comment dire, des qualités d'exécution. Elles sont variables selon les profils d'expédition et les zones géographiques d'intervention. Tu veux rajouter quelque chose, Yannick, sur ce slide-là? Non. Il y a tellement de variables, parce que quand on regarde des coûts comme ça, on pourrait dire, mais il est fou de mettre ses coûts à l'écran, etc. Mais en fait, il y a tellement de paramètres sur les distances, les volumes, les express, pas express, etc. Mais en tout cas, c'est un outil, quand on l'a, on se dit, bah tiens, je vais regarder pourquoi ça. Et puis, c'est le phénomène d'entonnoir, comme tout outil BI, et chose qui n'existait pas avant, en tout cas pas chez nous.
Excusez-moi, j'avais coupé le micro. On a fait le choix effectivement de ne pas rentrer plus dans le détail, parce que l'objectif, c'était pas de montrer du doigt, encore une fois, qui que ce soit. Mais effectivement, sur l'outil, quand vous cliquez sur le plus, par exemple, là, d'un transporteur, il y a un niveau de détail beaucoup plus fin que ce qu'on voit là, qui permet effectivement d'avoir des causes racines plus précises, notamment sur les pays d'intervention, comme le disait tout à l'heure Benjamin Balatin de Fermob. Du coup, je vous propose de basculer sur un autre exemple qui est celui de la qualité de service pour le coup. Donc, toujours la même période d'analyse. On voit effectivement que spontanément, on voit on va dire une dégradation du taux de service entre les deux périodes. Du coup, pareil, ça peut être plutôt une zone d'inquiétude spontanément quand on voit ces chiffres-là. Donc, je me mets à la place de Yannick, il a envie de savoir ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qui déconne, quoi, si je peux dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a un problème sur les expéditions? Est-ce qu'il y a un transporteur qui est moins bon? Et s'il est moins bon, sur quelle zone géographique? Et c'est exactement ça que ça permet de faire. Hop, je vais vous montrer l'exemple. Alors, de quel pays viennent mes commandes? Les principaux pays. Alors, UK faisait partie du top 3. Il est descendu à la dernière place aujourd'hui parce que les problématiques douanières sont compliquées. Mes principaux pays, aujourd'hui, c'est Allemagne, Belgique, Espagne et Pays-Bas. Voilà. On a une question. Ah oui, c'est la question, pardon, j'avais pas vu que tu as pris la question. Ouais, Yannick. je à la question. Ok, j'avais pas eu le temps de voir la question, du coup je me demandais pourquoi tu parlais de ça. Ok. Autant pour moi. Donc du coup, je reviens sur le fil de la présentation avec la qualité de service, effectivement. Hop. Du coup, ce qu'on a mis en évidence, effectivement, pour justifier de cette dégradation de service, on a cherché à comprendre la cause racine. Et effectivement, il y avait eu, avec notamment l'effet Covid et le contexte dans lequel on est, la Poste a eu effectivement quelques difficultés sur certains départements, notamment dans l'Ain et dans le Jura. C'est une cause racine qui a clairement été identifiée sur cette dégradation du taux de service, qui a permis, j'imagine, je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu aussi, Yannick, qui a permis aussi de discuter avec la Poste de ces contraintes opérationnelles qui ont été détectées pour mettre en place des plans d'action. Des exemples, je pense qu'on en a assez donné. Ouais. Je pense que l'auditoire a compris à quoi sert l'outil. Okay. C'est dès qu'il y a un truc qui change à la période comparable, eh ben, on creuse. Voilà. Après, savoir si c'est la Poste qui a un problème, ouais, là on va trop, je pense qu'on va un peu trop dans le détail. Ok. On a une question ou une remarque d'Anne Ducret. L'Espagne peut paraître assez curieux de l'extérieur. Anne, vous voulez développer votre question? Non, c'est plus par rapport à leur maturité e-commerce et par rapport au secteur, parce que ça reste quand même assez sectoriel comme activité écosport. C'est un gros marché pour nous, l'Espagne. Ouais, non, je suis assez surprise. Je ne pensais pas les voir arriver dans les premiers marchés. Autant bon, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, tout ça, ok, mais… et gros niveau concurrentiel aussi. Ouais, non, c'est un gros marché. Ah d'accord. Non, mais c'est pour ça que même par rapport à l'outdoor, je ne pensais pas qu'ils étaient… Mais du coup, le niveau de prix… vu que le positionnement d'EcoSport doit leur convenir aussi. Et les Pyrénées aussi. Partout le niveau de prix d'EcoSport, bien sûr. Mais après, c'est sur une typologie de produit qui est un peu différente, j'imagine, que les autres marchés aussi. Non, pas forcément sur les… Pas tant que ça. Les Pyrénées sont proches, donc ça skie pas mal. Et après, sur les priorités, il y a un peu plus de part de marché, effectivement. D'accord. Voilà. Bon, du coup, on arrive effectivement à la fin de ce retour d'expérience. On avait réservé un petit peu de temps pour des échanges, des questions, comme on le fait là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Il y a une question ici, Philippe. En fait, sur le modèle économique, est-ce que tu travailles sous forme de licence, sous prime à la performance? Comment ça se passe? Nombre de lignes traitées? Nombre de lignes. Oui, notre modèle économique, c'est un abonnement mensuel par transporteur. Plus il y a de données à récupérer chez les transporteurs, plus il y a de transporteurs auprès desquels il faut récupérer les données, plus on va dire, le montant de la prestation est élevé. En tout cas, c'est ça qui justifie un business model, un coût mensuel par transporteur. Donc, c'est un abonnement SaaS, comme on dit dans le jargon digital, et aucunement un modèle sur le volume
comment lignes dire, traitées. de lignes traitées. Je trouve pas ce modèle très correct, pour être franc avec vous. Il y a d'autres sociétés du digital qui abordent leur business model sous cet angle-là. Surtout sur des activités exponentielles comme ça. Ouais, voilà, on comprend pourquoi, parce que c'est plutôt, quand il y a des gros volumes, c'est plutôt plus profitable. Je trouve que c'est pas le reflet des coûts de production des boîtes du digital et que c'est pas tout à fait correct, c'est plus de l'opportunisme. Et au final, quand vous avez des outils d'analyse puissants et qui sont bien customisés, bien codés, enfin, au final, qu'il y ait une opération de transport à analyser ou qu'il y en ait 10 000, si tout qui se fait tout seul, ça prend pas bien plus de temps, quoi. Et est-ce que dans le cadre, est-ce qu'il y a une licence d'utilisation qui intègre l'évolution de l'application avec ces versions mises à jour? Alors, pas exactement. Il y a un coût d'implémentation, un coût d'accès au service pour créer l'environnement de travail, comme on le voit là sur quelques slides. Ensuite, on est une jeune pousse, nous, Fretly, on a 4 ans. Et la solution, elle s'enrichit, n'a de cesse de s'enrichir au fil des mois et au fil des années. Et en fait, on a plutôt pris la position de ne pas facturer en fait ces évolutions-là et de toujours rajouter du bénéfice pour les clients parce qu'on est en phase de développement. Je pense que d'ici quelques années, dans 5 ans ou dans 10 ans, on verra peut-être les choses différentes, de manière différente. Hein. Ça coûtera beaucoup plus cher. Ouais, voilà. Donc, je sais pas. Faut être Et vous avez transparent vous avez donc votre propre équipe d'ingénieurs? Ouais, tout est ouais. C'est du made in France, si je peux dire ça comme ça. C'est un choix. C'est une question. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est l'agilité que ça apporte. Donc, on est tous à la part d'eux dans les mêmes bureaux, même s'il y a beaucoup de télétravail en ce moment, vous en doutez. Mais tout est fait effectivement ici à Lyon. Et puis, c'est le côté made in France aussi qui nous importe. Mais encore une fois, ça nous apporte aussi cette agilité. L'offshore, c'est bien, mais l'offshore, ça a aussi ses limites et c'est notamment les difficultés de pilotage. Oui, et puis en Inde, actuellement, le virus sévit sérieusement. En plus, c'est ça. Si on parle de l'offshore en Inde, effectivement, c'est ça. Côté ERP, etc., vous vous interfacez directement soit avec les back-office de sites Internet, soit avec directement des ERP ou WMS pour récupérer et pouvoir comparer avec les commandes et faire des comparatifs entre ce que paye le client, combien ça vous coûte. Vous allez jusque-là ou... Alors, on rêverait d'aller jusque-là, Pascal, parce que ça permettrait d'avoir une productivité comment dire, exceptionnelle tout au long de la chaîne de valeur, que ce soit chez le chargeur, chez Fretly, etc. La réalité, c'est que du coup, quand il y a ce genre de système d'information installé dans les entreprises, que ce soit le TMS chez les transporteurs, le WMS chez les chargeurs ou tout autre, finalement, ça nécessite aussi de faire venir l'informatique, enfin le service informatique dans les échanges. Et là, c'est tout de suite un peu plus compliqué ou un peu plus long. Alors, j'ai rien contre les services informatiques, hein, c'est pas mon propos, mais du coup, ça devient un projet d'entreprise, il faut faire des réunions de travail, il faut créer un système d'interface, etc. Et au final, ça finit souvent par, bon, on déposera une fois à intervalles réguliers les données sur la plateforme collaborative Fretly. Finalement, c'est plug and play, c'est plus rapide, c'est plus efficace, même si c'est une vision plutôt court-termiste, puisque le plus rapide et le plus efficace serait effectivement que ce soit complètement interfacé. D'accord. On a quelques questions aussi qui sont tombées. Alors, une question pour toi, du coup, je pense, Yannick, quel est le montant de Franco pour les livraisons à domicile? Ah bah, Pierre a répondu. Pardon, autant pour moi. Question-réponse. Pierre, merci Pierre pour ton retour. Du coup, 100 € sur la France sur certains transporteurs. Et ça peut varier selon les destinations. On a une question aussi de Vincent, que l'autre visiati, du coup. Est-ce que vous avez des indicateurs sur le suivi consommation carbone des livraisons avec des choix possibles en fonction des types de transport choisis? Voilà une bonne question. Oui, on a des... Alors, pas dans le cas d'EcoSport pour l'instant, parce que c'est sur la phase de mise en place, donc on n'a pas d'indicateur là à montrer empreinte carbone, mais effectivement, l'empreinte carbone est naturellement, comme je le disais en introduction, un sujet indispensable aujourd'hui qui fait partie du triptyque des indicateurs de mesure de la performance transport avec le financier et l'opérationnel. Donc, ces consommations carbone sont calculées dans les systèmes d'information des transporteurs, donc les fameux TMS. Oui, on les collecte et oui, on peut du coup les mettre en
en perspective sur la plateforme, sur la solution digitale Fretly. Pour l'instant, on ne va pas jusqu'à identifier effectivement des alternatives qui diraient bah, tiens, je pourrais faire tant d'économies de grammes de CO2 ou de kilos de CO2 si je basculais mes flux de l'aérien au maritime ou je ne sais quel autre mode de transport. C'est clairement l'avenir, Vincent, donc c'est une excellente question. On y viendra. Merci Philippe, et bravo. Faut qu'on en discute, ça peut nous intéresser. On a des demandes de clients sur nos plateformes B2B. De pouvoir choisir en fonction du délai, si on regroupe les transports, on prend des transports doux, d'avoir une vision sur l'usage carbone du transport. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de consommateurs qui sont prêts à attendre pour avoir une consommation plus neutre ou partager un moyen de transport qui soit globalisé et pas faire un petit colis unique qui arrive tout de suite, mais sur ce que tu disais tout à l'heure, hein, si c'est pour Noël et qu'on commande très tôt à l'avance, on peut attendre 3 jours pour que ce soit livré à domicile ou en point relais. Hein, c'est pas immédiat. Ok, bah, super, merci. Ouais, c'est exactement ça. Et puis d'ailleurs, Olivier Bourgeois, du coup, voulait aussi qu'on travaille tous collectivement dans le retail hein, sur ce sujet-là, dans le cadre d'une commission transport logistique. Malheureusement, avec l'actualité, que c'est aussi compliqué ça a été compliqué de se réunir et d'en parler, et finalement, on n'a sûrement pas avancé aussi vite, mais j'espère qu'on pourra remettre ces sujets d'actualité rapidement, parce que l'enjeu, il est là, et aujourd'hui, je pense que nous tous, là, je reprends une position macro en disant ça, on a tous besoin, dans notre expérience de consommateur sur le web, à un moment donné, quand on arrive sur cette fameuse page où on sélectionne quel transporteur, pour quel prix, dans quel point relais, ou enfin, qu'on est sur cette étape finale de choix de livraison, c'est évident que demain, l'élément environnemental sera pris en considération et qu'on verra sûrement les choses différemment. Juste pour compléter, effectivement, c'est un sujet qu'on a travaillé dans le retail. Ça a été un peu tombé en panne, mais ça va être relancé parce qu'effectivement, il y a de la demande, il y a des ressources. Hein. Je vois que Visiati s'y intéresse. Je sais que hier j'ai discuté avec Comarch qui avait les mêmes demandes pour des clients. Et c'est surtout d'informer le consommateur aussi. On parlait tout à l'heure des délais de livraison. On n'a pas tous besoin de se faire livrer quand on demandait un livre et livraison en 1 heure. Enfin, c'est débile quand même quelque part. Donc voilà, informer le client sur la conséquence logistique et coût financier éventuellement et coût CO2 obligatoirement sur son choix de livraison, quoi. Et ça, c'est vraiment un comparateur qui n'existe pas, qui est assez complexe hein, effectivement à développer, mais je pense que tous ensemble, on peut y arriver. On est d'accord. Je confirme, hein, c'est bien la tendance. Mais merci en tout cas, c'était très intéressant. Une autre question peut-être? Bon, une remarque à nouveau, moi. Donc, ouais, de séance très intéressante. Je vais essayer de faire le lien et de vous mettre en relation avec l'entrepôt du bricolage. Et dans ce cadre-là, est-ce que Yannick accepterait de faire un témoignage client complémentaire à cette vidéo en présentiel dans l'été? Oui, avec plaisir. Moi ou peut-être quelqu'un de mon équipe qui oui, bien sûr. Plus l'outil que moi et qui sera plus pertinent. Les questions sont un peu plus précises. D'accord. Mais sur le principe, tu es pertinent, Yannick. Une autre question, peut-être? Vous venez nous voir quand? Je ne sais pas qui est la question, en fait. C'était Jean-Jacques qui parlait là, pour le rendez-vous. Non, c'était Philippe Barrault, classe équipement. On est d'accord, on vous attend. C'est pour Fretly. Ok, super. Ben, volontiers. J'en ai pas beaucoup. C'est noté, Philippe. D'autres remarques, d'autres questions? On ne peut pas dire que tu ne sois pas à l'heure, il est pile juste midi. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est extraordinaire. On voit la logistique quand même assez fort. Bravo. Eh ben, merci tout le monde. Merci tout le monde. Si vous avez des questions, vous avez mon email ou sinon vous demandez à Olivier, il n'y a pas de difficulté. Si je peux vous répondre, je le ferai. Si je ne peux pas, je demanderai à mes équipes de le faire à ma place. Et je vous souhaite tous une très bonne journée. Merci Yannick pour ton témoignage.
Voilà, merci Portez-vous beaucoup à bien. tous. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Et prochain rendez-vous 15